plaisir de recevoir l'un des cadres de la DCI, en la personne de M. Christian Ilunga, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Christian Ilunga est cadre de la DCI, avec qui on va débattre l'actualité de cette semaine. Alors, avant de commencer, comment se porte aujourd'hui la DCI? En tout cas, la dynamique Congo-Uni, le parti cher à son excellence, monsieur le conseiller du président de la République, monsieur Vidi Etimama, se porte très très bien. C'est un parti qui évolue dans sa vision de donner un avenir radieux à tout Congolais. Voilà pourquoi nous nous sommes insérés dans la vision du président de la République pour avancer ensemble dans les changements que prône la République. Ces derniers temps, on sent que le parti n'est pas visible. Bon, les partis... Au départ, on avait la possibilité de voir Vidi à côté du chef. Même sa présence à côté du chef est devenue de plus en plus invisible. Sur le terrain, on ne sent pas vraiment la visibilité du conseil spécial en matière stratégique du président de la République. Qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre que Vidi Etimama aujourd'hui n'a pas la confiance du chef. Merci pour la question, c'est vraiment une très très bonne question. Vous savez, lorsqu'on passe au travail, il n'y a plus lieu de faire trop du bruit. Vous savez, M. Vidi a été trop médiatisé dernièrement avec des images, avec des roulages. À un certain moment, il était devenu un roulage. Non, c'est pas ça. La circulation. C'est quelqu'un qui a les changements en lui. À tout moment, à chaque fois, il veut faire le mieux. Il veut faire toujours ce qui est le meilleur en lui. Voilà pourquoi nous avons décidé de changer la stratégie, travailler pour que les œuvres et les actions puissent se manifester devant tout le monde. Donc maintenant, il a compris que le poste qu'il anime est tellement stratégique que ce n'est pas important qu'il fasse trop de bruit. Il a déjà compris, il avait déjà compris. C'est seulement, vous savez, les Congolais, lorsque vous avez quelqu'un à un niveau très élevé, ils trouvent toujours de quoi parler de lui en mal en fait. Alors, M. Vidi, c'est quelqu'un qui est tout d'abord trop calme de la nature, un travailleur. Ce qui s'est passé, on ne sait pas la raison, alors on se met à dire de n'importe quoi sur les bêtes. Mais sinon, M. Vidi, c'est quelqu'un qui avait déjà compris, même avant qu'il soit conseiller, que les changements, c'est maintenant. Parce qu'on parle de Vidi et de la DCI, il y a eu récemment ordonnance signée par le chef de l'État, publiée le gouvernement Ilukamba. On a constaté aussi l'invisibilité, ou bien on n'a pas pu comprendre comment la DCI n'a pas pu obtenir un poste au sein de ce gouvernement, et pourtant c'est un grand allié du chef de l'État, du Cash, qui a beaucoup milité pendant la campagne. On n'a pas vu vraiment Vidi Etimama dans ce gouvernement. Qu'est-ce qui explique cette situation? Alors, premièrement, allez-y comprendre que la DCI n'avait pas aligné les candidats aux élections de 2018 en fait. Nous avons 0 député et vous savez, les critères étaient que ceux qui ont des députés vont avoir des ministères. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement, si. Parce qu'il y a des figures là qui n'ont même pas de députés. Oui, mais dans notre manière de faire, nous avons jugé de laisser, en fait, c'est pas laisser, mais octroyer des ministères à ceux qui pouvaient les prendre, parce que ce n'est pas encore fini, vous savez, il y a encore des mandataires de l'État, il y a beaucoup des institutions de l'État qui doivent être réformées. La DCI est encore en jeu, elle n'est pas écartée. Donc si je comprends bien, c'est Vidi qui a laissé tomber, qui n'a pas voulu obtenir le ministère. Il n'a pas voulu trop entrer dans les débats. Il a été isolé. Non, il n'a pas été isolé, on n'a pas trop voulu entrer dans le débat des 0 députés, ministres, parce que vous avez entendu dernièrement, lorsque M. le Président de la République avait annulé la pendaison d'un Congolais, l'étranger, ça fait parler qu'il était les cousins au président Vidi, que le président lui accorde un peu beaucoup plus d'avantages. Ça s'est dit comme ça. Alors nous ne voulons pas de confusion, c'est dans notre parti. Nous avons voulu pas participer au gouvernement, mais gérer la chose publique, parce qu'il n'y a pas seulement que le gouvernement ici. Mais votre parti, c'était un grand parti, il faut le souligner, qui à ces derniers temps enregistre beaucoup d'adhésions de partout dans le monde. On le voit en Europe comme ici au pays. Alors, qu'est-ce qui explique l'inefficacité des actions de la DCI? On ne voit pas de plus en plus le président. Et le plus du côté sport, on le voit avec, parce qu'il est maintenant président d'Eric Motema Pembe. Mais qu'est-ce qui explique qu'il est plus attaché au sport qu'au côté politique? Premièrement, le président de la DCI, c'est le conseiller
matière stratégique, conseiller en question stratégique du chef de l'État. C'est quelqu'un déjà peut comprendre, quelqu'un qui est trop pris. Nous avons notre représentant de l'autorité morale au niveau du parti. Et il ne faut pas seulement passer à la télé, faire des meetings, parler pour que quel parti politique puisse vivre, mais la DCI fonctionne correctement. Passez au parti ou venez, d'ailleurs je vous inviterai bientôt là dans des actions que nous allons mener sur le terrain, vous verrez que c'est un parti qui fonctionne. Nous avons juste changé de stratégie, commencé à travailler en interne parce que vous savez bien que les changements, c'est dans l'intérieur tout d'abord, à l'interne, et puis lorsque nous sortirons sur l'internet, ça sera pour la concrétisation de l'objectif 2023 que nous allons lancer. Bon, on l'espère bien, voyant le travail qu'a bâti Vidi Etima aux côtés du chef de l'État. On espère qu'il sera récompensé. Encore est-il qu'il y a des négociations actuellement pour des nominations dans les entreprises de l'État. On aura des mandataires, on va gérer ensemble. On garde le sujet Vidi Etima, on va y revenir. Il y a l'actualité. L'actualité, c'est d'abord l'investiture du gouvernement. Mais au moment où nous parlons, il y a quelques remises de reprises qui se sont faites à travers quelques ministères. On peut souligner le ministère des Affaires étrangères. On peut aussi le dire pour le cas du ministère de l'Intérieur, mais aussi des Affaires sociales. Mais avant d'aborder le sujet de l'investiture du gouvernement, du plan de ce gouvernement, le chef de l'État a parlé hier. Oui, le chef de l'État a fait un discours d'environ 5 minutes qui a tourné autour du changement. Enfin, vous savez, le chef de l'État, depuis sa session à la magistrature suprême de notre pays, quelqu'un qui a tout d'abord la volonté, le souci de pouvoir changer. Vous savez, comme moi, que lorsqu'on veut acheter un produit, si vous avez le pouvoir d'achat, si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas acheter. Donc ça commence d'abord par la volonté. Le chef de l'État a la volonté de changer. Vous pouvez voir depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en RDC, ce qui montre déjà que le chef de l'État est bien entouré, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux et autre chose. Dans les discours, le chef de l'État l'a fait de manière à dire à sa population, en fait, la population qu'il avait voté, là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que lorsque vous gardez beaucoup trop silence, ça commence à mettre des doutes dans les têtes des gens, on les juge déjà trop des voyageurs. Donc le message tombe à point nommé. Oui, le message tombe à pic. Dire au Congolais que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait quoi? Qu'est-ce que nous allons continuer à faire? Comment est-ce que nous allons trouver le pays? Parce qu'il a commencé de là, à trouver le pays dans un état trop critique. Alors comment relancer, comment changer des choses? Vous pouvez voir déjà vous-même que quand vous marchez dans la capitale, même partout à l'intérieur du pays, il y a des travaux. C'est par là que nous avons commencé pour pouvoir relancer l'économie de ce pays qui a été bafoué pendant les 60 ans. Oui, un bon discours, aussi très critiqué sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez pu le constater. Mais d'abord, parlons de ces changements. Alors, bon, voir aujourd'hui ce qui se passe dans le cabinet du chef de l'État. Le changement devrait d'abord commencer au sein même du cabinet du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a le scandale de 15 millions qui supposait être détourné par le directeur du cabinet. Il y a la pression, il y a d'abord l'enquête des inspecteurs de finances qui a été arrêtée. Dernièrement même, ils ont voulu tenir un point de presse, stopper Sinédi à la dernière minute. Si on comprend bien, Fachi devrait d'abord commencer par nettoyer dans son cabinet avant de parler du changement. Les changements devraient d'abord commencer au sein de sa famille professionnelle. Merci beaucoup pour la question, mais vous savez, nous savons tous que celui qui veut noyer son chien, c'est déjà la réponse vous-même. Alors, il n'y a jamais eu de détournement dans le cabinet du chef de l'État. Vous avez suivi monsieur le directeur général du cabinet du chef de l'État, l'a dit lui-même. Mais il ne peut pas l'accepter aussi. Il ne peut pas l'accepter, mais... On est 15 millions. Mais pourquoi stopper l'enquête des inspecteurs? Prenons la chose dans le contexte actuel. Le cabinet du chef de l'État a été investi, je crois, bien fin janvier 2019. Exactement. Il y avait déjà des gens qui travaillaient là. Les billets étaient déjà votés depuis l'année passée. Il y avait un chef de cabinet qui était là, celui qui gérait avant. Alors moi, je crois que c'est une sorte de manœuvre juste pour salir un peu les mains du chef de cabinet du président de la République pour que oui, on peut le dire, sans vous couper la parole, on peut le dire, mais d'après d'autres sources, on fait savoir que le directeur du cabinet c'est un baron, mais non, c'est un millionnaire, c'est un nouveau millionnaire,
et s'étape de maison ici à Lingouala, ça et là, mais où il trouve cet argent? Ça s'est dit comme ça partout, même vous, lorsque vous serez par exemple l'attaché de presse du président de la République, on va aussi vous dire, on va vous donner même des maisons qui ne sont pas à vous. Personne n'a vu les maisons que le chef du cabinet a achetées, personne n'a vu les millions que le chef du cabinet a. Ce sont juste des choses comme ça pour déstabiliser un peu le cabinet du chef de l'État. Vous savez, même si vous êtes bon à quel niveau, vous ne serez pas aimé de tout le monde. Ça, il faut se le dire, il y a des gens qui se battent nuit et jour pour que le mandat du chef de l'État ne puisse pas réussir. Alors, comme ils savent qu'ils voient qu'à côté du chef de l'État, il y a aussi un gars très très intelligent, la personne de M. Vital Kamerhe, essaye un peu de salir les mains. 15 millions, c'est venu quand dans le cabinet du chef de l'État? Qui a institué les inspecteurs des finances de venir faire leur contrôle dans le cabinet du chef de l'État? Par là, comprenez que c'est une sorte de manœuvre venant du camp passé, juste pour salir les mains et puis embrouiller un peu l'opinion publique. Dernièrement, il y a presque 2 mois maintenant, le chef de l'État a dû réunir le membre de son cabinet pour le rappeler à l'ordre. Vous ne comprenez pas qu'au sein même du cabinet du chef de l'État, il y a un grand désordre, il faut faire le ménage. En commençant d'abord par le directeur de cabinet, qui est décrié même par le propre membre du cabinet du chef de l'État, qui ne reconnaissent pas son autorité. On comprend qu'aujourd'hui, le directeur de cabinet fait obstruction au chef de l'État, fait obstruction à la famille politique du chef de l'État, et aussi c'est fait de millions. C'est faux et archi faux. Voyez-vous, lorsqu'il y a eu répartition des ministres au niveau du cash, vous verrez bien que le parti cher au chef de l'État a eu plus de ministres même qu'au parti du chef de cabinet, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Ce qui se passe juste, c'est une sorte d'embrouille. Déranger, abîmer à l'intérieur de la maison du chef de l'État, puisse y avoir un désordre total. En 2023, les gens qui ont bafoué l'économie de ce pays puissent rentrer encore au pouvoir. Rien ne se passe. Si le chef de l'État rappelle à l'ordre les membres de son cabinet, c'est parce qu'il a une vision. Si vous êtes parent à la maison, vous verrez que même si vous donnez des ordres régulièrement, il y a des fois où vous appelez les entreprises. Nécessairement, il y a des habits qu'on souligne, qu'on reconnaît à ces cabinets. Des habits qui se voient l'ennemi. Le chef de l'État avait raison de taper le poing sur la planche, alors que celui qui chapeaute le cabinet aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est le chef du cabinet. Mais vous ne voyez pas qu'il est temps aujourd'hui qu'on modifie, qu'on aménage un peu le cabinet, qu'on mette de côté Vital Kamerhe, parce qu'il commence à poser problème au chef de l'État. Surtout avec les scandales des 15 millions. M. Vital Kamerhe ne sera jamais un danger pour le chef de l'État. Rappelez-vous que c'est un monsieur très très intelligent et qui sait vraiment ce qu'il est en train de faire. Rappelez-vous, lors du cash, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, c'est quand même qui est en train de rouler du secret, il a fait ceci, il a fait cela. En fin de compte, nous savons tous l'histoire, comment elle s'est terminée. Tout ce qui se passe, ce n'est pas les chefs de cabinet qui abîment ou qui, je ne sais pas, détruisent le chef de l'État. Mais ce sont des gens qui sont contre le chef de l'État. Il y a des gens, il y a un groupe de gens qui sont en train de mettre des moyens en place pour que les mandats du chef de l'État ne puissent pas réussir. Alors, comme ils ne trouvent pas en quoi taquiner le chef de l'État, ils commencent par son cabinet. C'est ça la seule raison. Monsieur le chef de l'État, vous avez suivi son discours, il sait bien que le peuple attend de lui, peuple d'abord. Parce qu'il a même rappelé ça dans son discours. Et il sait qu'au moment où son cabinet ou un membre du gouvernement ou un membre de son équipe deviendra une sorte de blocage, sera écarté. Ne vous en faites pas. Si aujourd'hui, M. Vital Kamerhe sera une sorte d'obscurité dans le mandat du chef de l'État, il sera écarté. Pour là, ça marche et puis ça avance. Vous voyez vous-même les résultats sur le terrain. Ok, d'accord, ça avance. On suit de près cette situation, surtout les scandales des 15 millions. On veut voir la lumière sur ces situations. On laisse les inspecteurs faire leur travail. Ils éclairent la lanterne de toute la population sur cette affaire de 15 millions. Alors, on va aborder aussi un sujet qui détrône la chronique ces derniers temps. C'est la situation qui sévit en Afrique du Sud, les actes barbares perpétrés par les Sud-Africains envers les confrères africains, la xénophobie. Des Congolais ont été tués, comme aussi des Nigériens et des Zambiens. Alors, le chef de l'État a dû même annuler sa participation comme tant d'autres chefs de l'État au forum qui était organisé là-bas en Afrique du Sud. Est-ce qu'à ces jours, on comprend que l'Afrique du Sud, c'est une habitude, chaque année ça se passe comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le mesure maintenant,
concrètes au niveau de la sous-région ou même au niveau de l'Union africaine pour pouvoir sanctionner ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que c'est inadmissible. Les Africains ont trouvé la mort là-bas. D'accord, merci. Merci, c'est vraiment une question très très importante. Les Sud-Africains, moi personnellement, si j'étais Sud-Africain, je serais vraiment mort de honte. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas vraiment l'image que nous avons voulu pour l'Afrique. Vous voyez, en Europe, il y a ce qu'on appelle l'espace Schengen. Les pays ensemble peuvent voyager avec le même visa. La libre circulation des personnes est bien. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vraiment condamnable. Maintenant, la seule question que nous nous posons au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce sont des Africains qui sont en Afrique du Sud qui freinent l'économie de l'Afrique du Sud? Ils disent, ils acquisent qu'ils font leur boulot. Là. Moi, je dis que c'est non. Ils prennent le boulot des Sud-Africains et ils sont au chômage. Allez-y en Afrique du Sud, vous trouverez des entreprises des Nigérians, vous trouverez des entreprises des Tanzaniens, mais vous verrez que ce ne sont pas des Nigérians qui travaillent là-bas. Mais si vous prenez par exemple une entreprise ou une industrie des Chinois, vous verrez qu'il y a des Chinois qui ont effectué des longs trajets de la Chine jusqu'en Afrique du Sud pour travailler. Et ce sont ces Chinois-là qui sont en train de piller l'Afrique du Sud. Il y a des Indiens et il y a des Libanais. Et puis bizarrement, on ne touche pas aux Chinois. Jamais tu verras un Sud-Africain gifler un Chinois. Tu verras jamais les Sud-Africains gifler des Chinois, même pas des Libanais, même pas des Indiens, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, aujourd'hui, l'Afrique, pour que notre économie puisse monter en éclat, il faudrait que nous soyons unis à l'image des Européens. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vraiment condamnable et l'Union africaine doit trouver vraiment des mesures très très sévères pour ça. J'ai d'ailleurs vu sur Internet une nouvelle carte d'Afrique où on a déjà enlevé l'Afrique du Sud dans la carte pour dire que l'Afrique moderne sera sans l'Afrique du Sud. Parce qu'ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une habitude, c'est une répétition. Chaque année, on vit le même problème. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement faire au niveau de la sous-région pour pouvoir dissuader ces genres de comportements? Oui, je l'ai souligné tout à l'heure, il faudra des mesures trop sévères. Les Sud-Africains sont en train justement de se tromper d'adversaires. Ce n'est pas les Nigériens, ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas des Tanzaniens qui sont les adversaires de l'Afrique du Sud. Ce sont les Blancs qui viennent là-bas, qui industrialisent, qui engagent leurs frères. Parce que vous verrez qu'un expatrié européen en Afrique du Sud, même ici au Congo, touche dans les 10 000, 15 000, mais vous verrez qu'un Sud-Africain touche par exemple les 100, 300 000. Pour la plupart, ils tiennent leur boutique, leur magasin, ils entreprennent et ils engagent même les Sud-Africains, mais on ne comprend pas. C'est ça, c'est comportement. Ils sont en train justement de se perdre, de vue leurs adversaires, les Africains, les expatriés africains qui sont en Afrique du Sud. Donc c'est un problème au niveau national. Ils doivent gérer ça. Leurs ministres, je ne sais pas comment ils sont organisés là-bas, trouver comment expliquer aux Sud-Africains que ce ne sont pas nos frères africains qui nous sont notre véritable problème. Essayons un peu de voir ailleurs qui tient l'industrie, qui engage et qui a la majorité de l'industrie sud-africaine. Vous savez, tous qui sont des Blancs, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Blancs en Afrique du Sud qui sont en train de mettre les troubles. Mais bizarrement, les Sud-Africains n'ont jamais compris cela et s'attaquent à leurs frères, tu menaces des ports. Ça s'est déjà fait, ça se reproduira encore, mais il n'y aura jamais de changement parce que c'est les faux problèmes. Ou bien que tout le monde regagne son pays, que les Congolais reviennent comme le chef de l'État leur avait demandé dernièrement. Oui, ils rentrent au pays. Même si les Congolais rentraient au pays, vous savez, nous avons ici l'ambassade de l'Afrique du Sud, nous avons un avion de l'Afrique du Sud ici. Pourquoi ils cherchent des gens à aller là-bas? Vous savez que les tourismes aussi, ça aide un pays à... Comment ils font les tourismes en même temps? Ils maltraitent leur... Vous appelez les gens à venir dans votre pays et puis vous les tabassez. C'est un problème au niveau national et, premièrement, doivent gérer. Et puis l'Union africaine aussi doit trouver des mesures vraiment très sévères pour corriger c'est l'image en fait qui montre que nous les Africains nous sommes encore très bas par rapport aux Occidentaux. Un acte vraiment condamnable. On nous fait savoir que la situation est sous contrôle au niveau de l'Afrique du Sud. Alors on suit encore cette situation de près. Les coups de balles continuent à retentir là-bas au niveau de l'Afrique du Sud. Apparemment la situation n'est pas encore sous contrôle. On suit de près ce qui se passe. Alors on va aborder le sujet de la sortie du gouvernement, ou bien l'investiture du gouvernement Ebou Kamba au niveau de l'Assemblée nationale. La situation a beaucoup évolué, on parle maintenant de remise et reprise dans quelques ministères. Alors parlons d'abord de ce gouvernement. Le gouvernement des 66 membres.
avec la participation de moins de femmes. Il y a beaucoup de figures, de nouveaux figures. Alors, c'est un gouvernement qui promet ou bien nous sommes répartis dans ce qui se fait toujours, c'est la chanson, ils viennent dans l'hémicycle, ils présentent, ils partent et à la fin, on ne voit pas les résultats. Bon, en fait, moi je dirais que c'est vraiment les gouvernements que les Congolais ont su attendre pendant près de 8 mois. Vous savez, nous connaissons comment les choses s'effacent ici dans notre pays et vous verrez que depuis l'arrivée de l'AFDL, il y a toujours les mêmes personnages qui reviennent trop souvent aux affaires de l'Union. Cette fois-ci, le cas des gens qui ne changent jamais, Azarias Robert qui revient. Cette fois-ci, on a au moins 80% de nouvelles personnes. Vous savez aussi, ceux qui gèrent, ce n'est pas des couleurs politiques. Ce qui gèrent, premièrement, c'est la vision. Quand ce sont des personnes qui sont déjà essoufflées. Ils n'ont pas fait leur preuve pendant qu'ils ont géré tous ces temps. Non, c'est pas... Regarde comme Azarias Robert. Azarias Robert. Depuis qu'il est... Qu'est-ce qu'on a déjà ressenti comme réalisation? Si Azarias est revenu au gouvernement, c'est simplement parce que le chef de l'État a trouvé qu'il pouvait apporter quelque chose qu'il n'a pas pu apporter. Est-ce que c'était d'abord de la volonté du chef de l'État ou bien c'était une recommandation? Bon, en fait, on peut dire que ça aussi le mariage est fait. Mais vous savez tous les cas de Némi Moulin, vous savez les cas des Mauves. Ils étaient aussi recommandés. Et pourquoi ils ne sont pas sortis dans le gouvernement? Ce ne sont pas des recommandations, mais c'était juste une affaire de profil de personnes. On ne peut pas engager dans un gouvernement qui se veut être un gouvernement des changements, un gouvernement du décollage, engager des gens qui sont, par exemple, incapables. On a 80% de nouvelles figures dans les gouvernements et la plupart des gens, ce sont des gens que vous ne connaissez même pas aussi. Vous verrez que même dans les FCC, il y a eu des gens où on ne s'attendait même pas qu'ils devaient devenir ministres. Mais tous ces gens-là, les éternels ministres que vous connaissez, on ne peut pas citer les noms ici, ne sont plus revenus. Ça prouve déjà qu'il y a un changement. Ça prouve que tout le temps que le chef de l'État a su mettre pour mettre en place ce gouvernement n'était pas de temps perdu. C'était juste un temps pour trouver au Congolais des gens avec qui on peut faire ensemble le décollage de l'économie de ce pays. C'est un gouvernement, d'abord moi je trouve que c'est un gouvernement d'une autre vision. Souvent on avait des gouvernements, gens qui venaient juste pour leur ventre, il y avait des gens qui venaient juste pour des titres, moi je suis gouverneur, moi je suis ministre, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais cette fois-ci nous avons des gens qui sont peu connus, mais des gens qui se sont insérés dans la zone chef de l'État pour gérer ensemble l'affaire publique. C'est un gouvernement dont moi déjà, je vois déjà les résultats trop affirmatifs, parce qu'il y a à la tête de ce pays quelqu'un qui a une vision trop différente des autres présidents qui se sont succédés à la nation. Vous parlez bien de ce gouvernement qui est jugé budgétivore, vu sa taille, le fonctionnement de ses cabinets, le salaire de ses ministres. Alors, partant du profil de ces ministres et d'abord le portefeuille en soi, est-ce qu'il y a compatibilité? Parce qu'on voit de nouveaux figures, pour la plupart n'ont pas eu à gérer la chose publique. Est-ce qu'il n'y aura pas des tâtonnements dans l'exercice de fonction alors que le peuple attend le résultat? Donc je ne crois pas qu'il y aura tâtonnement parce que souvenez-vous, lorsque le Premier ministre prenait ou recevait les profils des ministres, il avait exigé 3 noms par poste et il avait aussi exigé les CV. Ce n'est pas juste une affaire de gérer parce que nous avons eu à la tête de ce pays pendant 18 ans un président qui n'a, je ne sais pas s'il a déjà géré une institution administrative, mais il a géré pendant 18 ans, même s'il avait des lacunes, mais il y a aussi des choses qu'il a su bien gérer. Gérer les affaires de l'État, c'est juste question de volonté, de pouvoir changer la vision du chef de l'État. En fait, je crois que tout ce monde-là que vous voyez au gouvernement, ce sont juste des personnes qui sont venues parce qu'ils ont été jugés aptes à travailler, à donner au peuple congolais ce qu'ils attendent depuis. Alors, pensez-vous vraiment qu'il y aura des recettes? Le gouvernement saura mobiliser les recettes nécessaires pour asseoir sa politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis le début de cette émission, je ne cesse de vous rappeler de la question de la volonté. Rappelez-vous, lorsqu'on a voulu organiser les élections de 2018, il y avait un problème
de fonds, il y a eu un problème de, je ne sais pas, des Européens qui devaient se tenir. Enfin, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, a adopté le fait que les élections puissent être soutenues à 100% par les fonds de la République. C'est pour me dire, là où est venu ces fonds-là, premièrement, la RDC a beaucoup de ressources. Le problème, c'est juste la manière de les recenser. Avant, c'était de l'argent qui était gaspillé. On avait un budget de 5 milliards, mais il y avait plus de 25 milliards de dollars qui entraient dans les ventres des simples individus. Moi, je me dis que si aujourd'hui le chef de l'État arrive à fermer tous ces trous-là qui faisaient couler tous les 25 milliards, on ne parlera plus question d'argent dans ces pays. Donc on doit attendre le gouvernement Yilou Kamba à l'œuvre, notamment lors de la présentation du budget. Oui, nous devons attendre maintenant l'évolution parce que le président de la République, déjà lors de la campagne, a parlé de 80 milliards sur un délai de 10 ans. Alors, moi je crois qu'il avait même sous-estimé ces pays. Regardez ce qu'il a fait déjà, sans budget, sans gouvernement. Vous voyez déjà combien c'est dépensé. Est-ce qu'on ne sait pas d'où est venu cet argent? Ce sont des dépenses désordonnées quand même dans un état sérieux. Ce qui s'est passé ce ne sont pas des dépenses. Parce qu'il y a une chaîne de dépenses qui est déjà définie. Mais dites-moi, vous venez dans une maison, vous avez besoin de changements. Vous êtes dans une maison, vous dormez, vous voyez déjà que l'eau coule. Et puis vous devez attendre les bailleurs qui viennent et puis arrangent pendant qu'il y a vos meubles qui sont en train de s'abîmer dans la maison, ce n'est pas faisable. Le chef de l'État lui-même a dit ça. Nous ne pouvons pas attendre pour commencer les changements. Les changements, c'est aujourd'hui. Avec ce que nous avons, nous commençons. Le problème d'argent, c'est un problème qu'on ne peut pas parler dans notre pays parce que nous sommes dans un pays très riche. Il y a l'argent, mais seulement cet argent a été mal orienté. Cette fois-ci, nous croyons qu'avec le gouvernement Yilunga, avec le président de la République dans sa vision du changement du peuple d'abord, cet argent-là va vraiment aider le peuple congolais à obtenir ce qu'ils ont toujours voulu. Donc, la question d'argent, moi je trouve que c'est une question dépassée. Il y a suffisamment d'argent dans le pays. Beaucoup même, il y en a beaucoup. Je dis qu'il y a des... Tu es allé mobiliser maintenant. Mobiliser, la mobilisation de l'argent. Rappelez-vous, lors des anciens premiers ministres qui se sont succédés à la pays, il y a des premiers ministres qui ont acheté plus de 350 maisons. Mais ne me dites pas que cela était juste à cause de leur salaire. C'est seulement parce qu'ils venaient déjà au pouvoir avec cette armée. Alors, ils trouvaient des mécanismes pour désorienter l'argent destiné à l'État pour leurs propres avantages. Cette fois-ci, je crois qu'il est parce que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre au vie, voyant déjà son âge, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Je crois que cette fois-ci, il est là pour aider les Congolais, pour laisser, pour léguer un avenir très radieux aux Congolais. Alors, ce gouvernement recensera des moyens, ça sera même au-delà de nos attentes. Oui, lui-même, le chef de l'État, lors de son passage à Tokyo, a dit, souligné qu'il ne voit pas comment ce gouvernement va échouer. Il est très exigeant là-dessus. C'est vraiment impossible. On attend qu'il y a un chronogramme spécifié pour chaque ministre. On va l'évaluer après chaque 3 mois, ce qu'il aura à faire et les recettes qu'il va mobiliser quant à ceux. Alors, on peut donner encore la chance à ces gouvernements. On attend voir le gouvernement à l'œuvre. C'est un gouvernement pour lequel les Congolais peuvent rester tranquilles et puis le voir à l'œuvre. Évaluer les ministres chaque trimestre, c'est une chose qui ne se faisait jamais dans notre pays, mais c'est l'une d'action qui prouve déjà qu'il y a changement, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle tête de train qui va guider ce pays dans la terre promise, comme le disent. Donc, M. Christian Ilunga, vous pensez vraiment que Yilou Kamba finira le quinquennat? Oui, on n'est pas dit, on ne sait pas. D'abord, il est déjà fatigué, il va nous produire. Robert Mugabe. J'ai fait Kizenga, il va dormir. Regardez d'abord sa position. Robert Mugabe a géré jusqu'à quel âge? Non, vous voyez d'abord sa position quand il est assis. Non, c'est juste, vous voyez ça peut-être sous l'angle. Là, moi, je vois ça sous l'angle de quelqu'un qui a déjà tout fait sa vie, qui n'a plus rien à perdre. Quelqu'un qui ne viendra jamais au pouvoir pour voler. Non, mais d'abord la charge. La charge? Non. La charge qui lui attend, on voit aussi. N'oubliez pas que il avait plus de 70 ans. N'oubliez pas que monsieur le Premier ministre, c'est un professeur d'université. Et quand vous êtes professeur d'université, vous voyez les étudiants, ce sont des êtres déjà qui dérangent beaucoup pendant les heures de cours. Il y a des examens qu'il compose, il y a des mémoires qu'il dirige. Il faut dire que c'est vraiment une charge. Un professeur d'université ne peut pas céder à la charge.
surtout s'il sait réellement ce qu'il est en train de faire. D'accord, on va attendre voir ce gouvernement à l'œuvre. On va l'évaluer après 100 jours. Oui. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer le cas de Congo central. Le gouverneur intérimaire a pris possession de ses fonctions. Alors, c'est fini, les Dio, Matou et son vice. Oui, il y a le dossier de la fameuse Maman Mimi. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les assistantes sont appelées Maman Mimi. Il y a des gens, et vous ne pouvez pas mentir ou tromper ou rouler facilement dans la vie. Moi, en tant qu'humain, en tant qu'un homme déjà, quand je réalise ce qui s'est passé à Congo central, je trouve que c'est un film monté de toutes pièces. En fait, c'est juste un jet d'un leader qui ne veut plus de son adjoint, ou qui veut le faire conflit interne. Voilà, un conflit interne. Alors, en quelle manière maintenant je peux le faire sauter comme... Ça ne peut pas s'expliquer aussi qu'on voit aussi le vice-gouverneur dans cette critère-là. Non. Moi, je ne le prends pas en tant que vice-gouverneur, moi je le prends comme un humain, tout homme... Un humain, mais on doit quand même soutenir le voleur, M. Christian. Non, il n'a pas violé. On peut soutenir le voleur. Non, dis-moi. Quand il parle déjà que c'est un homme marié, ma femme, qu'est-ce qu'il dira? Et puis, qui fait l'adultère. L'adultère, vous savez très bien qu'il est condamné. Mais je vous dis que même dans la Bible, si vous regardez la plupart des hommes qui disent à marcher avec, ce sont des gens qui avaient plusieurs femmes. Donc un homme, s'il commençait à les juger, c'est sa façon de gérer son foyer. Puis je trouve que c'est un débat qui n'a pas... Donc la situation était normale pour la situation était normale pour vice-gouverneur. Il est marié, il a la cime de haute fonction. Il peut aussi avoir... mais c'est ça. Il peut toucher aussi à côté. En tant qu'humain, pas en tant que vice-gouverneur, en tant qu'humain, il peut toucher à côté. Mais seulement ce qui s'est passé, c'est pas un viol. Vous ne pouvez pas quitter chez vous tel que vous êtes là, aller violer une dame de 44 ans chez elle, dans la chambre, nue déjà, et une personne aussi qualifiée qui est déjà assistante du gouverneur au niveau du Congo central. C'est vraiment une histoire montée. Aujourd'hui, vous voyez la tournée qu'a pris cette histoire. Moi, je trouve que c'est le résultat du montage que le gouverneur a voulu faire à son adjoint. Et aujourd'hui, ils ont perdu leur poste, gloire à Dieu. Et on doit avoir des nouveaux gouverneurs. Ça sera aussi une leçon pour le reste des gouverneurs. Et ça aussi, ça montre que les conseillers auprès du chef de l'État, le président de la partie DCI, travaillent aussi. Parce que vous voyez, dans l'ancien temps, on ne connaissait pas ce genre de choses. On a vécu ça. Donc, un gouverneur qui démissionne dans une histoire au départ où lui était innocent, ça ne s'est pas passé. Et puis, c'est quelqu'un du FCC. Comprendre que même dans la tête des gens du FCC, il y a déjà un virus, il n'arrive pas à comprendre que les changements se mènent. Il ne comprenait pas, maintenant il commence à comprendre. Parce que je crois que les restes des gouverneurs, là même les restes des ministres, vont tirer les soins de cet épisode Maman Mimi, ils vont comprendre que l'ère maintenant est au changement et non la gabégie financière et au débauchage inutile. D'accord, on va clôturer l'émission, M. Christian. Mais avant de le faire, avez-vous un mot de la fin pour cette émission, pour tous ceux qui vous regardent à travers le monde sur Congo Media Channel? Oui, je dirais seulement merci. Merci d'abord à vous d'avoir accepté qu'on puisse faire cette émission ensemble. Je dirais aussi merci au peuple congolais qui a placé sa confiance en la personne du chef de l'État. Je demanderai aussi aux personnes qui veulent travailler ensemble sous la vision du chef de l'État de venir adhérer dans les partis politiques. La dynamique Congo Uni, un parti politique qui soutient le chef de l'État, qui est dans la vision du chef de l'État d'échanger le Congo. Vous savez, si vous avez un problème avec quelqu'un, si vous avez un ennemi et que vous cherchez un autre ennemi, ça devient une solution facile. On avait un ennemi en commun, c'était la corruption, c'était la gabégie, la mauvaise gestion. On a senti ça dans les chefs de l'État, on a senti ça dans le président de la dynamique Congo Uni. Nous sommes associés. On va combattre l'ennemi ensemble afin de léguer un avenir radieux au peuple congolais. Donc venez adhérer. Nous sommes là au niveau du parti croisement des avenirs Boum et Willery. Nous serons très accueillants envers vous et puis on va travailler ensemble pour changer le Congo. Merci. Monsieur Christian, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir ici pour le camp de l'actualité
Actualité commentée. L'émission de ce soir est terminée, mais l'actualité commentée continue sur la chaîne. Continuez à vous abonner, liker, envoyer vos commentaires. Et merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a assistés pour réaliser cette émission. Merci au cadre, merci à celle qui était derrière la caméra, à la personne de Deborah Ntumba. Merci à les games, on l'appelle les games. Merci à tout le monde et à suivre, merci.